si vous héritiez d'un vieux bar de 400 ans, secrètement assorti d'un démon maléfique vivant dans le sous-sol. Que feriez-vous? Ce monstre peut ramener les esprits des morts pendant seulement 2 minutes à chaque fois. Mais l'utilisation de ses pouvoirs a un prix mortel. Et quand sa nouvelle propriétaire essaiera de l'utiliser pour se faire de l'argent facile, elle apprendra à ses dépens qu'elle a affaire à quelque chose d'incontrôlable. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le démon invocateur d'esprit dans Baghead. Ce pub cache un sombre secret, mais ce soir, tout va changer. Il est tard un soir, et un vieux trou dans le mur du Queen's Head Pub donne la chair de poule. Le propriétaire, un vieil homme nommé Owen, entend 3 coups forts venant de la porte du rez-de-chaussée. Et quand il l'ouvre, il trouve un homme à l'air désespéré qui le regarde fixement. Il dit qu'il veut voir une femme. Et au lieu de l'aider, le vieil homme lui dit simplement qu'il doit rentrer chez lui. L'homme essaie à nouveau. Cette fois-ci, en proposant une enveloppe pleine d'argent. Mais Owen refuse de l'écouter. Et le gars s'en va à contre-cœur et semble bien frustré. Quant à Owen, il a décidé d'avoir d'autres projets pour ce soir, mais ils ne vont pas se dérouler comme il l'espère. L'homme prend une caméra et enregistre un avertissement pour le prochain propriétaire de l'endroit en disant que s'il regarde ça, c'est qu'il sera déjà trop tard. Il explique qu'une étrange créature vit derrière le mur du sous-sol du pub et qu'elle est en quelque sorte liée à la propriété par une malédiction. Celui qui signe l'acte de propriété devient alors son gardien. Et il doit continuer à la garder enfermée dans le sous-sol à tout prix. Mais Owen en a assez, et il décide de prendre les choses en main. Il attache la créature à une chaise et verse un liquide inflammable sur tout le sol. Mais tout à coup, les lumières s'éteignent, le laissant dans l'obscurité. Prenant son briquet, il se rend compte que la créature s'est détachée d'une façon ou d'une autre. Il laisse tomber le briquet dans la flaque de liquide en dessous d'eux, embrasant tout le sous-sol. L'homme tente de courir pour se mettre à l'abri, mais il ne parvient qu'à atteindre le haut des marches avant de ne plus pouvoir continuer. Ok, on peut dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. On dirait qu'Owen a enfin rencontré un adversaire à sa taille, mais il a eu quelques problèmes quand il a voulu faire monter la température. Et au final, que l'on joue avec le feu ou que l'on se batte contre des démons habitant les sous-sols, le résultat est toujours le même. On finit par se brûler les doigts. Il est manifestement trop tard pour le vieil homme. Et la question qu'il faut maintenant se poser est la suivante. Qu'est-ce que c'était que cette chose ? Comme nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur la créature, si nous voulons comprendre à quoi nous avons affaire, nous devons commencer par dresser un tableau des comportements et des capacités que nous avons vus chez elle jusqu'à présent. Nous savons, grâce à l'avertissement d'Owen, que la créature vit dans le sous-sol du pub, ou, pour être plus précise, qu'elle y est emprisonnée, parce qu'elle ne semble pas pouvoir quitter l'endroit par elle-même. Il semble qu'elle soit en quelque sorte piégée dans la propriété, et qu'elle soit systématiquement liée à la personne dont le nom figure sur l'acte de propriété. Et une fois que celle-ci a pris possession des lieux, il lui incombe de s'assurer que la créature ne puisse jamais s'échapper. Nous avons vu qu'elle a le pouvoir de manipuler les objets physiques présents dans la pièce, comme quand elle a fait éclater l'ampoule du sous-sol pendant qu'Owen tentait de la tuer. Mais il est important de souligner que la créature ne semble pas pouvoir blesser ou attaquer directement son propriétaire. Elle a pu toucher Owen, mais elle n'a pu l'éliminer qu'en le trompant et en lui faisant lâcher le briquet. Ça veut dire que la créature doit s'appuyer sur des jeux d'esprit et des ruses pour mettre ses victimes dans une position où elles finissent par faire le sale boulot à sa place. Nous devrons donc nous en méfier lors de notre prochaine rencontre. Le dernier élément de preuve provient de l'avertissement d'Owen qui a mentionné un mot très important. Il a dit que toute cette situation est liée à une sorte de malédiction. Et ça va affecter de manière significative nos options de réponse. Une véritable malédiction est le plus souvent lancée sur la victime par une autre personne. Généralement quelqu'un qui a de l'expérience en matière de magie noire et de sorcellerie, et qui est utilisé comme moyen de se venger d'un méfait qui lui a été fait par le passé. Si on met tout cela bout à bout, on devine que la créature doit être une sorte d'esprit maléfique. Nous n'avons pas encore tous les éléments pour comprendre ce qui s'est passé exactement, mais le fait de savoir d'où vient la créature pourrait nous aider à trouver la bonne façon de la vaincre. Si nous voulons nous débarrasser de la créature, un des moyens d'y parvenir est de trouver comment lever la malédiction. Je commencerai par effectuer des recherches sur l'histoire du pub en allant le plus loin possible. Parce que ce sont probablement les actes horribles qui ont dû y être commis à un moment donné qui ont créé suffisamment d'énergie maléfique pour que l'esprit démoniaque puisse apparaître. Une fois que nous saurons ce qui s'est passé, nous pourrons essayer de trouver un moyen d'arranger les choses pour la victime et, avec un peu de chance, apaiser son esprit de vengeance et lever la malédiction. Sinon, nous pouvons essayer d'adopter une approche conflictuelle ou tenter de trouver et de détruire la source de la malédiction, qui pourrait être liée à un objet maudit caché quelque part dans la propriété, et bien entendu, faire appel au soutien d'un professionnel tel qu'un prêtre. Pour ce qui est du plan d'Owen, brûler tout l'endroit aurait probablement fonctionné.
Le seul problème, c'est qu'il a raté son coup dans l'exécution. Il aurait dû le faire sans donner à l'esprit une seule chance de l'arrêter. Il est un peu trop tard pour ça maintenant. Et le pire, c'est que ces erreurs vont conduire à ce que la prochaine victime soit quelqu'un de bien plus proche de lui qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Un peu plus tard, nous retrouvons Iris, la fille d'Owen, qui vient d'être expulsée et n'a plus ni travail ni logement. Son amie Cathy propose à Iris de dormir chez elle le temps qu'elle se remette sur pied. C'est alors qu'elle reçoit un coup de téléphone lui annonçant que son père vient de décéder et qu'elle doit se rendre à Berlin pour prendre connaissance de son testament. Alors qu'elle se trouve à l'hôpital pour identifier le corps de son père, elle rencontre un vieil homme étrange qui lui dit être un notaire chargé de s'occuper des finances de son père. Il parle de tout régler pour elle après la vente du pub. Confuse, Iris répond qu'elle ignorait toute cette affaire. L'homme conduit Iris au bâtiment ancien de son père et, tandis qu'elle jette un coup d'œil à l'intérieur, il lui explique que le bâtiment existe depuis plus de 400 ans. D'après lui, son père était tellement endetté qu'ils ne pourront pas gagner d'argent sur la vente. Mais heureusement pour elle, il dit qu'il travaille avec un groupe d'investisseurs et qu'il pourra l'aider à s'en débarrasser si elle est prête à le céder. N'écoutant qu'à moitié, Iris demande à voir l'appartement situé au 2e étage, où elle remarque que son père avait emballé ses affaires alors qu'aucun signe n'indiquait qu'il avait l'intention de déménager. L'homme a beau essayer de la mettre en garde, Iris décide qu'elle veut réfléchir avant de signer l'acte de propriété. Et vu qu'elle n'a pas d'autre endroit où aller, elle dit qu'elle va passer la nuit au pub. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Après avoir mis l'homme à la porte, Iris appelle son amie Cathy, qui décide de venir passer quelques jours avec Iris le temps de tout régler, lui promettant qu'elle sera là le lendemain après-midi. Cette nuit-là, alors qu'Iris s'efforce de trouver le sommeil, elle est tout à coup réveillée en sursaut quand une minuterie de cuisine retentit à l'étage inférieur. Elle descend les escaliers et jette un coup d'œil autour d'elle, puis arrive dans le couloir où se trouve une porte menant au sous-sol. C'est alors qu'une ombre passe derrière Iris de l'autre côté de la pièce. Et quand elle se retourne pour vérifier, elle se retrouve face au même homme qui cherchait de l'aide auprès de son père, debout dans l'obscurité. L'homme se présente calmement sous le nom de Neil. Il sort alors une enveloppe pleine d'argent de sa poche et propose à Iris de lui donner de l'argent si elle le laisse voir la femme qu'elle garde dans sa cave et qui, selon lui, est en quelque sorte son épouse. En entendant ça, Iris répond qu'elle ne sait pas de quoi il parle. Mais l'homme continue à lui mettre la pression, lui offrant encore plus d'argent si elle veut bien l'écouter. Quoi qu'il en soit, Iris décide que l'occasion est trop belle pour qu'elle la laisse passer. Mais elle ne peut pas entrer dans le sous-sol sans la clé. Après avoir pris l'argent, elle met le type à la porte et lui dit de revenir le lendemain, sans se douter qu'elle est sur le point de prendre la pire décision de sa vie. Ok, nous n'en sommes qu'au premier soir et je n'aime déjà pas la tournure que prend l'histoire. Tout d'abord, une jeune femme en difficulté qui reste seule dans un vieil immeuble effrayant où son père vient de mourir d'une mort terrifiante et mystérieuse est évidemment une très mauvaise idée pour sa santé mentale. Elle devrait s'efforcer de remettre sa vie sur les rails et peut-être même suivre une thérapie au lieu de passer la nuit avec le fantôme de son père. Ce qui est encore plus inquiétant, ce sont les signes indiquant qu'il faisait ses valises sans que le notaire n'ait jamais su qu'il avait l'intention de vendre la maison. Où allait-il exactement? Et surtout, pourquoi? Même sans connaître la vérité, on peut supposer que la réponse était probablement peu réjouissante. Ensuite, il y a l'effrayant Neil qui se présente sans invitation de la manière la plus inquiétante et la plus déconcertante qui soit. Alors, vous pouvez peut-être me traiter de parano si vous voulez, mais ce que nous n'allons certainement pas faire, c'est accorder la moindre confiance à un gars qui s'est littéralement introduit dans le bâtiment en pleine nuit et qui a commencé à dire qu'il voulait voir sa femme décédée dans le sous-sol. Vous pouvez faire une croix là-dessus, les gars. Au lieu de ça, il faut immédiatement signaler cette situation à la police et laisser les autorités s'assurer qu'il n'y a pas une sorte de rat lady, comprenez Madame Squelette, qui vit dans les murs du sous-sol. Ce qui, comme on le verra plus tard, est absolument le cas en fait. Si j'étais Iris, j'utiliserais une partie de cet argent pour me payer une jolie chambre d'hôtel pour la nuit et je laisserais la police s'occuper de Neil et de ses délires pendant que moi je me relaxerais dans un jacuzzi ou que je me détendrais en profitant du room service. Dès qu'il s'est fait tard, nous avons immédiatement commencé à entendre des sons dans l'obscurité et des bruits étranges venant de derrière les murs. Ça peut sembler un détail, mais la minuterie de la cuisine ne peut fonctionner qu'1 heure. Et elle était la seule personne dans le pub depuis plus longtemps que ça. Ce qui pose la question de savoir qui ou qu'est-ce qui a pu la programmer. Ce sont là les premiers signes qui indiquent à Iris qu'elle a affaire à une sorte d'esprit. Et si vous ne savez pas ce que vous devez faire quand vous êtes confronté à ce genre de choses, sachez qu'une fois que l'activité paranormale commence, vous devrez faire très attention à tout ce que vous déciderez d'entreprendre ensuite. Maintenant, Iris a peut-être remarqué que la porte qui mène au sous-sol est couverte de symboles étranges. Mais ce qu'elle ne sait peut-être pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de signes aléatoires. Ce que nous voyons ici s'appelle des runes. Et je ne parle pas de celles qu'on trouve dans RuneScape. Les runes étaient en fait un style d'écriture utilisé par les anciennes cultures germaniques avant qu'elles n'adoptent l'alphabet latin moderne.
Ça correspond parfaitement à l'histoire du bar, puisque nous savons qu'il est situé dans l'actuelle ville de Berlin et qu'il a été construit il y a environ 400 ans, ce qui situe l'époque de sa construction vers le milieu des années 1620. On pense que les runes étaient parfois utilisées comme méthode d'écriture d'inscriptions magiques et qu'elles pouvaient parfois être utilisées pour accomplir des tâches telles que la divination, le lancement de malédictions, la création d'objets magiques et dans certains cas, la communication avec les morts. Des tonnes d'alphabets runiques différents ont été utilisés au cours de l'histoire, si bien qu'il pourrait être difficile de déterminer à quelle version elle a affaire ici. Mais si Iris trouve une façon de traduire ces symboles, ils pourront peut-être lui en dire plus sur ce qui se passe réellement dans le sous-sol, et avec un peu de chance, sur la façon de s'en débarrasser. En outre, Iris aurait dû remarquer qu'il y a des photos d'anciens propriétaires accrochées partout sur les murs menant vers le sous-sol. Je prendrai juste une minute pour essayer d'examiner l'histoire des anciens propriétaires de l'endroit et pour découvrir ce qui leur est arrivé. S'il s'avère qu'ils sont tous morts de manière suspecte, comme son père, alors c'est un signe clair qu'il se passe peut-être un peu plus de choses qu'Iris ne pourrait en gérer. Le notaire avait l'air de bien connaître l'endroit aussi, alors je suggérerais de lui parler de cette étrange rencontre avec Neil et de lui poser des questions sur cette supposée femme au sous-sol et sur les étranges symboles sur la porte, puisqu'il semble en savoir vraiment beaucoup sur l'histoire du pub. Quoi qu'Iris fasse, elle doit être prudente et c'est une bonne chose que son ami se joigne à elle, parce que les choses sont sur le point de devenir vraiment tordues. Le lendemain matin, Iris rend visite au vieil homme dans son étude et lui dit qu'elle veut garder le pub. Il sort donc un stylo à plume un peu étrange et lui fait signer de son nom le bas de l'acte, faisant officiellement d'elle la nouvelle propriétaire de l'immeuble. Avant qu'elle ne parte, il se souvient que son père avait également enregistré une cassette expliquant qu'il s'agit d'un genre d'instruction, et il la remet à Iris pour qu'elle la regarde plus tard. De retour au pub, Cathy ne tarde pas à arriver, et elle est surprise d'apprendre qu'Iris a déjà choisi d'en devenir propriétaire. Quand elle apprend les projets de son père avec Neil et la résidente du sous-sol, Cathy comprend tout de suite que c'est une mauvaise idée. Mais Iris refuse d'écouter son conseil, y voyant une chance de se faire un maximum d'argent grâce à des pigeons qui la paieront juste pour se faire peur au sous-sol. En parlant de pigeons, Neil arrive à l'heure prévue et, sous la conduite d'Iris, ils descendent tous les trois au sous-sol. En bas, ils trouvent ce qui ressemble à une sorte de donjon en bazar avec 2 chaises placées face à face au centre de la pièce et un grand trou sombre dans le mur opposé. Pendant que les filles observent à distance, Neil s'approche prudemment du trou et commence à appeler quelqu'un ou quelque chose pour qu'il sorte. Au début, il semble que rien ne se passe. Et Iris commence à penser qu'il s'agit d'une plaisanterie. Jusqu'à ce que tout à coup, une main démoniaque sorte de l'obscurité et qu'une goule pâle et en décomposition avec un sac à patates sur la tête apparaisse en traînant des pieds. Cathy suggère sagement qu'il est peut-être temps de partir. Mais Iris reste là, médusée et incrédule. Et au lieu de se tourner vers Neil, la créature passe devant lui et se dirige directement vers elle. Au dernier moment, Iris crie à la créature de rester en arrière. Et à sa grande surprise, elle s'arrête immédiatement. Il réalise rapidement que la créature doit suivre ses instructions maintenant qu'elle est la propriétaire du pub. Iris lui ordonne donc de s'asseoir sur la plus grande des 2 chaises et Neil prend place en face d'elle. Il sort une alliance de sa poche et la place dans la main de la créature en disant qu'il veut qu'elle contacte sa femme. Tout à coup, la créature soulève la partie inférieure du sac et met l'anneau dans sa bouche. Neil se souvient qu'il faut attacher les sangles autour des poignets de la créature, admettant toutefois qu'il n'a jamais fait ça auparavant. Dès qu'il le fait, la créature commence à se contorsionner et se transforme en un des proches décédés de Neil. Mais ce n'est pas la personne qu'il attendait. Lorsque la créature soulève le sac de sa tête, il est choqué de voir sa mère qui le regarde. Et Neil commence à paniquer, incapable d'assimiler ce qu'il voit. Il avoue qu'il est furieux contre elle pour la façon dont elle est morte, puisqu'il a grandi en se reprochant ce qui était arrivé. C'est alors que la femme se redresse d'un coup dans son siège, comme si quelque chose avait pris possession de son corps. Et elle commence à tourmenter Neil en lui disant qu'elle ne l'a jamais vraiment aimé. Se penchant en avant, elle demande à Neil de l'embrasser, tendant son cou vers lui comme un de ses robots Rock'em Sock'em. Mais quand il se retourne, ils constatent tous que la femme a disparu. Tout à coup, cette dernière s'élance sur lui depuis l'obscurité, plaque Neil au sol et lui vomit de la bave sur le visage. Iris se précipite pour remettre le sac sur sa tête, et après l'avoir vu recracher l'alliance, elle lui ordonne de retourner dans le mur, puis se précipite à l'étage et ferme la porte à clé dès que la créature s'en est allée. Ok, c'était super flippant, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins on a la preuve qu'il y a une horrible créature qui vit derrière le mur du sous-sol. Je peux pas dire que ça m'exciterait de rester dans le coin, mais c'est toujours une bonne chose de savoir à quoi on a affaire. Et maintenant, Iris peut commencer à élaborer un plan pour la suite.
La capacité de la créature à se métamorphoser et à agir comme un canal pour les morts, ainsi que le fait qu'elle ait apparemment vécu dans les murs pendant des siècles, indiquent qu'il doit s'agir d'une forme d'esprit. Et d'après la façon dont il se comportait avec Neil, c'est un esprit démoniaque plus précisément. Cette hypothèse se vérifie parce que les cultures germaniques mentionnées plus haut qui vivaient dans la région à l'époque de la construction du bar croyaient en l'existence d'esprits démoniaques, souvent liés à des rencontres avec la sorcellerie. Ça nous amène à parler du choix du couvre-chef de la créature. Pendant les procès publics, les victimes accusées de pratiquer la sorcellerie étaient parfois contraintes de porter un sac comme celui-ci sur leur tête lors de l'exécution de leur châtiment. C'est un petit détail, mais il pourrait être l'indice que cet esprit est d'une manière ou d'une autre lié à la personne qui a été tuée pour avoir pratiqué la sorcellerie. Ça pourrait donner à Iris une piste utile pour trouver comment apaiser l'esprit et briser la malédiction. La seule chose que nous savons pour l'instant, c'est que cette créature doit obéir aux ordres d'Iris. Pour le moment, elle devrait lui ordonner de ne plus jamais sortir du trou dans le mur, à moins qu'elle ne prononce une phrase très précise. D'ailleurs, pourquoi ne pas essayer d'ordonner à l'esprit de lui dire comment s'en débarrasser ? Ça vaudrait vraiment la peine d'essayer, non ? Elle devra juste faire très attention, parce que je suis sûre que l'esprit pourrait essayer de la piéger pour qu'elle le laisse s'échapper accidentellement. Iris peut chercher à en savoir plus en visionnant la cassette de son père ou en fouillant dans le bric-à-brac de la cave pour trouver des pistes intéressantes. Si elle avait été attentive, elle aurait pu remarquer que quand elle était dans le bureau du notaire, la bague qu'il portait au doigt et le stylo qu'il a utilisé pour signer l'acte de vente portaient des inscriptions runiques similaires à celles qui se trouvent sur la porte du sous-sol. J'irai donc confronter ce vieux con encore une fois pour voir si je peux découvrir ce qu'il sait. Et bien sûr, il n'est jamais trop tard pour reboucher le trou de la cave avec des briques et oublier ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'Iris aurait dû écouter Cathy et qu'elle n'aurait jamais dû descendre dans la cave pour commencer. Mais maintenant que le démon est littéralement sorti du sac, elles sont sur le point de rencontrer toutes sortes d'autres problèmes et elles seront chanceuses si l'une d'entre elles s'en sort vivante. Une fois de retour à l'étage, Neil est déjà déterminé à faire une nouvelle tentative, expliquant que l'alliance appartenait à l'origine à sa mère et que c'est probablement pour cette raison que c'est elle qui a été invoquée au lieu de sa femme. Il vient également de se rappeler que le rituel ne devait durer que 2 minutes avant que la créature ne prenne le dessus. Iris décide qu'elle en a fini pour la nuit. Neil lui remet alors l'argent et accepte de partir. Mais il ajoute qu'il y a encore bien plus si elle décide de changer d'avis. Les filles montent ensuite à l'appartement pour regarder la cassette de son père. Et c'est alors qu'elles découvrent ce qui se passe réellement ici. Sur l'enregistrement, il explique que le propriétaire du pub devient le gardien de la créature et qu'elle obéira quand Iris lui donnera des ordres. Mais seulement tant qu'elle restera du bon côté du trou. La créature a le pouvoir de contacter les esprits des morts, mais l'utiliser signifie prendre un pari risqué à chaque fois. Au bout de 2 minutes, la créature est capable de reprendre le contrôle par elle-même. Maintenant qu'elle a signé l'acte de propriété, partir n'est plus une option, parce que la malédiction de la créature suivra Iris où qu'elle aille. Mais le plus important, c'est qu'elle ne devra jamais lui permettre de sortir de la cave. Iris a le cœur brisé après avoir découvert la vérité sur ce qui est arrivé à son père, mais Cathy ne sait toujours pas quoi croire. La seule chose dont elle est sûre, c'est qu'il est temps de se tirer de là. Mais comme d'habitude, Iris a un autre plan. Comme elle n'a nulle part où aller, elle pense qu'elle pourra peut-être soutirer un peu plus d'argent à Neil maintenant qu'elle connaisse officiellement les règles du jeu. Et malgré son bon sens, Cathy accepte à contre-cœur de rester avec Iris quelques jours de plus. Pourtant, elle ne se sent pas vraiment en sécurité avec une sorte de démon vivant dans le sous-sol. Mais c'est alors qu'Iris se souvient que la créature doit obéir à ses ordres. Après avoir peint l'inscription « Ne pas franchir » sur l'escalier du sous-sol, elle crie en direction du trou qu'il est strictement interdit à la créature de quitter le sous-sol, ce qui semble faire l'affaire pour le moment. Ok, je dois reconnaître à Iris un certain mérite. Peindre cette phrase sur la marche semble être une très bonne idée. Sans même s'en rendre compte, elle vient d'utiliser une forme de magie protectrice pour annuler les pouvoirs maléfiques de la créature. Les cultures de l'histoire ont fait la même chose de plusieurs façons, notamment en utilisant des amulettes, des talismans ou des charmes de protection, ainsi qu'en gravant des symboles de protection appelés marques de sorcières sur les murs ou les sols de leur maison. Un exemple classique que vous connaissez sans doute consiste à saupoudrer une ligne de sel aux entrées de votre maison, comme les portes, les fenêtres et la cheminée, afin d'empêcher les mauvais esprits de pénétrer à l'intérieur. Ça peut sembler superstitieux, mais avec un véritable démon vivant dans son sous-sol, il n'y a aucune raison pour qu'Iris n'essaie pas certaines de ses approches si elles peuvent l'aider à rester en sécurité. Ce qui n'est certainement pas une bonne idée, c'est d'être trop gourmand et de laisser Neil ou n'importe qui d'autre interagir à nouveau avec cette créature. Honnêtement, j'arrive même pas à croire qu'ils discutent sérieusement d'une autre interaction avec cette goule invocatrice d'esprit qui se cache dans les tunnels souterrains. C'est la chose la plus horrible qui soit, et ils réagissent à ça comme si c'était pas si grave.
il n'y a qu'une seule façon dont ça pourrait se terminer pour elle, et c'est la pire. Avant que les choses n'aillent trop loin, les filles doivent écouter le conseil du père et arrêter de se prendre la tête pendant qu'elles en ont encore l'occasion. Au lieu de ça, Iris et Cathy devraient passer leur temps à chercher des moyens de s'en débarrasser, soit en levant la malédiction comme je l'ai déjà mentionné, soit en scellant à nouveau le mur et en espérant que ça fasse l'affaire. Si elles veulent absolument l'utiliser une seconde fois, elles doivent trouver un moyen de le faire en toute sécurité. Elles pourraient peut-être installer une caméra et un haut-parleur pour pouvoir interagir avec la créature sans avoir à s'en approcher. Ou construire une cage ou une barrière transparente autour du trou dans le mur pour pouvoir être dans la même pièce qu'elle, mais sans avoir à s'inquiéter d'être arrosée par le vomito du démon. Puisque Neil veut absolument parler à la créature, j'envisagerais fortement de lui confier les lieux et de le laisser s'en occuper seul, s'il n'y avait pas le fait qu'il soit si stupide qu'il finirait probablement par libérer le démon sans le vouloir. Iris pense peut-être qu'elle a les choses en main, mais elle va bientôt découvrir à quel point elle se trompe. Et comme l'a dit son père, quand elle apprendra la leçon, il sera déjà trop tard. Le lendemain, Iris se rend chez Neil, tandis que Cathy reste pour surveiller le pub. Nerveuse, son amie fait rouler un tonneau devant la porte du sous-sol pour l'empêcher de s'ouvrir. Mais dès qu'elle tourne le dos, un cadre photo se détache du mur et se brise sur le sol derrière elle. Quand elle y jette un coup d'œil, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une photo d'un des anciens propriétaires du pub. Et quand elle décide de rechercher son nom en ligne, elle tombe sur un article expliquant que l'homme est mort dans des circonstances suspectes. Alors qu'elle ferme son ordinateur portable, Cathy voit brièvement le fantôme de l'homme assis au bar en face d'elle, et elle s'empare rapidement d'une canne pour le repousser. Heureusement, il a déjà disparu quand elle se retourne. Mais cette apparition était suffisante pour donner à Cathy un sacré choc. Pendant ce temps, Iris et Neil prennent une tasse de thé. Et Neil explique qu'il a entendu parler de la créature par un homme qu'il a rencontré lors d'une séance de thérapie de groupe après le décès de sa femme. Il jure que tout ce qu'il veut, c'est avoir une chance de tourner la page. Et après avoir réfléchi, Iris accepte de le laisser réessayer plus tard dans la soirée. Regroupés au sous-sol, Iris, Cathy et Neil commencent le rituel avec un collier ayant appartenu à sa femme. Et quand il enlève le sac, il voit que cette fois-ci, ça a vraiment marché. Iris met le minuteur sur 2 minutes et voit la femme choquée demander à Neil où ils sont. Il la rassure en lui disant que tout va bien, et il lui demande de lui raconter ce dont elle se souvient des instants qui ont précédé sa mort. Elle répond qu'elle conduisait sous la pluie quand elle a soudainement perdu connaissance. Les choses commencent à devenir tendues, et Neil devient de plus en plus oppressant jusqu'à ce qu'il révèle la raison pour laquelle il voulait vraiment ramener sa femme. Il veut savoir si elle voyait un autre homme. Le temps est écoulé, mais Neil refuse de laisser Iris remettre le sac sur la tête de la créature. Et avant qu'elle ne puisse passer devant lui, la créature fait glisser la chaise de l'autre côté de la pièce et les aveugle avec une vision de phare de voiture. Je ne sais pas comment, mais la créature disparaît de sa chaise et Iris aperçoit la femme recroquevillée dans un coin. Et quand elle s'apprête à poser le sac sur sa tête, le démon tourne sur lui-même, complètement transformé en un horrible démon. Il se jette sur Iris et lui grogne au visage avant de mettre le sac sur lui et de disparaître dans le mur. Waouh! Ces idiots n'arrivent tout simplement pas à comprendre ce qui se passe maintenant, pas vrai? Je veux dire, ils avaient littéralement reçu les instructions sur la façon de traiter cette créature en toute sécurité. Et pourtant, ils ont quand même failli être transformés en déjeuner pour démons alors que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de suivre les règles les plus élémentaires. Iris a de la chance que son plot armor empêche le démon de lui faire du mal, parce que sinon, elle serait morte il y a 2 nuits déjà. Mais au rythme où vont les choses, ce n'est qu'une question de temps avant que toute cette histoire ne leur explose à la figure. Et je ne peux pas dire que je les plaindrai quand ce sera le cas. Maintenant, cela étant dit, ils ont tiré 2 leçons importantes de cette expérience. Premièrement, il ne faut pas dépasser les 2 minutes. Et deuxièmement, ils peuvent contrôler qui le démon invoque en utilisant une des possessions de la personne décédée pendant le rituel. Ça ouvre la voie à une nouvelle piste potentielle. Et même si ce ne sera pas facile, ça pourrait leur permettre d'obtenir des résultats. Ce qu'ils devraient faire ensuite, c'est reconstituer l'histoire du bâtiment jusqu'au premier propriétaire, mettre la main sur une de ses possessions, puis utiliser le démon pour invoquer l'esprit de cette personne. Avec un peu de chance, celui-ci pourra nous expliquer pourquoi ce démon est ici et comment Iris pourrait le renvoyer dans le monde des ténèbres. Iris pourrait aussi essayer d'invoquer un 4e esprit, celui de la personne que cette créature était à l'origine quand elle était encore en vie. Il se trouve que Cathy est sur le point d'avoir l'idée d'essayer quelque chose de similaire, mais ça ne va pas se passer comme elle l'avait prévu. S'il pouvait utiliser ce pouvoir de manière créative, il pourrait peut-être enfin lever la malédiction. Mais comme vous l'imaginez, ils sont sur le point de faire une série d'erreurs qui vont rendre la situation encore pire qu'avant. Plus tard dans la nuit, Iris fait un cauchemar dans lequel elle a une vision de son père qui l'entraîne vers le trou du sous-sol. Comprenant qu'il s'agit en fait du démon, Iris tend la main et tente de l'étrangler. Mais à ce moment-là, il lui arrive la même chose. Elle tombe sur le sol et en retirant le masque de la créature, elle se retrouve face à son propre visage.
Iris se réveille dans son lit, la clé du sous-sol serrée si fort autour de son cou qu'elle est sur le point de perdre connaissance. La jeune fille titube jusqu'à la salle de bain avant de s'effondrer sur le sol. En entendant le bruit, Cathy se précipite à l'étage où elle trouve son amie aux portes de la mort. Elle attrape une paire de ciseaux et coupe le collier juste à temps. Au matin, Iris ramène Cathy au cabinet de son notaire, mais elle est choquée de ne plus trouver aucune trace de l'homme dans ce bureau, comme s'il n'avait jamais été là. De retour au pub, les filles se disputent et Cathy part en trombe vers sa voiture. Mais avant qu'elle ne puisse partir, la photo de l'homme tombe sur le siège passager, ce qui lui donne une idée de la façon dont elle pourrait tirer cette affaire au clair. Sur un coup de tête, la jeune fille se rend à la maison du vieil homme en pleine campagne. L'endroit est complètement abandonné et à l'intérieur, elle trouve plein d'éléments de conjuration affichés sur le mur de l'étage qui semblent montrer son plan pour tenter de briser la malédiction. Pendant ce temps, Iris descend au sous-sol et commence le rituel, disant à la créature qu'elle veut parler à son père. Comprenant ce qui s'est passé, Owen est furieux de voir que son plan n'a pas fonctionné et qu'au final, sa fille a fini par être impliquée dans le pub, malgré tout ce qu'il avait fait pour les empêcher, sa femme et elle, de tomber dans le piège. Il prévient Iris que la créature a probablement déjà commencé à se frayer un chemin dans son esprit et qu'il n'y a aucun espoir de la contrôler ou de s'en débarrasser tant que son nom figurera sur l'acte de propriété, ajoutant que le seul choix sûr est de ne pas se frotter à la créature du tout. C'est à ce moment-là que la minuterie se termine et que le démon commence à prendre le contrôle. Mais Owen parvient à résister juste assez longtemps pour dire qu'il est désolé avant qu'Iris ne soit obligée de lui remettre le sac sur la tête. Furieuse, Iris monte à l'étage et tente de mettre le feu à l'acte de propriété. Mais elle est horrifiée quand elle réalise que le papier ne brûle pas et elle finit par s'évanouir d'épuisement. Quelque temps plus tard, Cathy revient avec une boîte pleine de preuves. Mais quand elle voit qu'Iris n'est pas dans sa chambre, elle panique et se précipite au sous-sol, pensant qu'elle doit y être coincée. Tout à coup, le démon apparaît derrière elle et arrache un morceau de papier tombé du sac de Cathy. Et il se transforme en l'ancien propriétaire du pub. Au pied de l'escalier, Cathy s'arrête et se retourne pour écouter le revenant lui expliquer ce qu'il a appris sur l'origine de la créature. Il y a 400 ans, un groupe d'hommes a trouvé une femme capable de contacter les esprits des morts. Mais quand elle a refusé de les laisser abuser de ce pouvoir, ils l'ont accusée de pratiquer la sorcellerie et l'ont brûlée vive. On ne sait pas comment, mais l'esprit vengeur de la femme est revenu les hanter. Et la communauté a été obligée d'utiliser la magie noire pour la supprimer une seconde fois. Mais des centaines d'années plus tard, leurs descendants cupides libérèrent à nouveau la sorcière de sa prison, déclenchant la malédiction qui, depuis lors, tourmente la vie de tous ceux qui signent l'acte authentique. À ce moment-là, le démon se rend compte que Cathy n'est pas celle qu'il commande, et avant même qu'elle ne puisse réagir, il s'élance vers elle et l'entraîne à travers le trou dans le mur. Plusieurs heures s'écoulent avant qu'Iris ne se réveille et reçoive un appel paniqué de son amie qui lui dit qu'elle est coincée dans le sous-sol et qu'elle a besoin de son aide. Quand elle descend pour vérifier, elle entend ce qui ressemble à Cathy l'appeler depuis l'obscurité de l'autre côté du mur. Et après avoir pris une lanterne pour éclairer le passage, Iris se dirige nerveusement à l'intérieur. Ok, je pense qu'il est temps pour les gens de commencer à planifier les funérailles d'Iris. On dirait que la peinture n'a pas fonctionné finalement, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Cathy. Mais ce qui est encore pire, c'est que la seule personne qui avait une chance de renverser la situation est sur le point d'entrer dans l'antre du démon sans même un spray rempli d'eau bénite pour se protéger. Elles connaissaient les règles toutes les deux, mais elles ont quand même réussi à aggraver la situation à chaque étape du processus. Et maintenant, il n'y a plus qu'une chose à dire. Cathy et Iris, vous avez merdé. Cathy, commençons par toi puisque tu étais censée être la plus intelligente. Tout ce que tu avais à faire, c'était de jeter un coup d'œil dans toutes les pièces et tu aurais trouvé ton amie saine et sauve en train de faire un petit dodo. Au lieu de ça, tu as décidé de descendre au sous-sol où tu savais qu'il y avait un vrai démon sur lequel tu n'avais absolument aucun contrôle. Et tu as commis l'erreur grave d'y rester trop longtemps. L'information que tu venais d'apprendre aurait pu être la clé pour briser cette malédiction pour de bon. Mais je pense maintenant que nous ne le saurons jamais. Quant à toi, Iris, la seule chose que tu n'étais absolument pas censée faire, c'était de mettre les pieds dans ce trou noir. Mais nous y sommes. Cathy le savait aussi. Et vu que c'était ton amie, tu aurais dû savoir qu'elle ne t'aurait jamais appelé à l'aide. En fait, elle t'aurait expressément demandé de ne pas la suivre, même si ça voulait dire qu'elle mettait sa propre vie en danger, parce que c'est le genre de personne qu'elle était. Mais à présent, tu es sur le point de tomber dans un piège mortel. Et le pire, c'est que tu es la seule à te tenir entre ce démon et le reste du monde. Les règles étaient pourtant simples. Tout ce que tu avais à faire, c'était de ne pas dépasser les 2 minutes de rituel et de ne jamais entrer dans ce foutu trou dans le mur. Le démon devait même t'obéir au doigt et à l'œil. Ça n'aurait pas pu être plus facile. Mais je sais pas pourquoi, vous avez toutes les deux réussi à tomber dans le piège du démon à chaque fois. Et si les choses semblent aller mal maintenant, attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Désolée les filles, mais vous avez merdé.
Le chemin conduit Iris au cœur d'un long réseau de tunnels, jusqu'à ce qu'elle trouve Cathy qui se tient là dans l'obscurité au détour d'un virage un peu plus loin devant. Terrifiées, les filles commencent à remonter vers la sortie pour se mettre à l'abri, mais elles finissent par arriver dans une cavité où Iris découvre le cadavre de Cathy gisant sur le sol, ce qui prouve que la personne qu'elle a trouvée était en fait le démon depuis le début. Tout à coup, Cathy disparaît et le démon se met à ramper après Iris le long des parois de la caverne, la poursuivant dans les tunnels, jusqu'à ce qu'elle parvienne à enfin retrouver son chemin jusqu'au sous-sol, où Neil arrive en courant exactement au même moment et la ramène précipitamment à l'étage. Iris se sent coupable de ce qui est arrivé à son amie, et elle prend des médicaments que Neil lui donne pour qu'elle se calme. Elle prend une décision et dit qu'il faut sceller le mur pour de bon. Mais à ce moment-là, elle commence à se sentir mal et Neil la ramène à l'étage pour qu'elle dorme. Quand elle se réveille, Iris comprend que Neil l'a manipulée et qu'il est de nouveau descendu au sous-sol pour négocier avec le démon afin qu'il prenne le contrôle de ses pouvoirs. Alors qu'Iris observe la scène du haut de l'escalier, le démon se transforme en la femme de Neil et il s'avère qu'il lui a donné les mêmes médicaments la nuit où elle est morte. Le plaçant sous sa domination, l'esprit dit à Neil que la seule façon pour lui et sa femme d'être à nouveau ensemble, c'est de retirer Iris du tableau. Tout à coup, il se rend compte qu'Iris les a observés pendant tout ce temps, et Neil s'élance à sa poursuite. Alors qu'elle court vers l'étage pour sauver sa vie, il parvient à la rattraper dans les escaliers. Mais Iris le repousse et court dans la chambre à coucher et ferme la porte à clé avant de s'enfuir par la fenêtre. Ça suffit à le retenir un petit moment. Mais Neil la rattrape une seconde fois quand elle perd l'équilibre sur le toit. Et cette fois-ci, elle utilise une tuile mal fixée pour lui asséner un violent coup sur le côté de la tête. Mais quand elle semble être sur le point de se sauver, Neil l'attrape par le bras, la pousse dans le vide et Iris fait une chute mortelle dans la rue en contrebas. Ramenant son corps au sous-sol, Neil ordonne au démon de ramener Iris pour qu'elle lui cède le contrôle du pub. Mais les choses ne se passent pas exactement comme il l'avait prévu. Après avoir utilisé le téléphone de la jeune fille pour se transformer en Iris, le démon révèle qu'il avait tout prévu depuis le début, et que maintenant que lui et la gardienne actuelle sont une seule et même personne, nul ne peut plus l'empêcher de retrouver sa liberté. Le démon pousse Neil au sol et commence à l'attaquer sous la forme de toutes les personnes qu'il a essayé de contacter. Il lui brise les poignets, lui frappe la tête sur le sol et lui écrase la tête avec une chaise pour finir le boulot. N'ayant plus personne pour le contrôler, le démon franchit les marches du sous-sol, tandis que le bâtiment entier commence à s'embraser. Et le voilà libre de se venger sur le monde entier, une fois de plus. Ouais j'ai pas vraiment de commentaires à faire parce qu'il y avait trop de conneries pour moi. C'était tout simplement trop. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cette situation. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous les amis. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!